Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à nouveau dans notre émission Le Camp Partage, une émission dédiée aux jeunes dont l'objectif de l'émission c'est d'inciter la génération d'avoir cet amour, d'avoir l'envie et oser vraiment entrer dans le monde de l'entrepreneuriat afin de créer quelque chose qui va être à la fois en leur faveur mais aussi au profit de notre pays, le Comores. Donc sans tarder, nous sommes à nouveau avec notre grand frère Ali Abdillah, Papa Iman. Il va essayer de nous parler un peu de ses vécus, de ses expériences au Comores, parce qu'on vous avait dit l'autre fois que c'est un entrepreneur qui a eu l'occasion de faire des activités entrepreneuriales tant au pays, au Comores, mais aussi ici en France. On avait échangé récemment avec lui sur ses échanges, sur ses expériences ici en France. Mais maintenant, nous avons jugé nécessaire de venir vous partager ça, son expérience au pays, au Comores. Donc c'est pour cela, nous, Madame Halouani et l'équipe de Les Iboukam, on avait jugé nécessaire de faire cette émission en français parce que comme on parle de Comores et que nous visons vraiment les nouvelles générations de jeunes qui sont à l'extérieur, en l'occurrence ici en France, que ces jeunes-là puissent mieux comprendre le sujet et savoir ce qu'il faut faire en étant des personnes vraiment déterminées à faire quelque chose dans leur pays. Donc avant tout, c'est le Comores qui gagne à ce genre d'émission. Nous allons pas tarder, nous allons essayer de donner la parole à Monsieur Ali Abdillah Mkoufondi. Voilà, vous le connaissez déjà parce que il est déjà un habitué dans nos plateaux. Maintenant, il va essayer de vous passer le salam et entrer directement dans le vif du sujet. Bon, bonjour à tous, jeunes Comoriennes de Ntambou et Comoriennes. Donc, je vous salue et puis voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Ali Abdillah Mkoufondi. Notre première question se base, nous voulons juste savoir si vous avez eu pensé à investir au Comores. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu avais eu une idée déjà à faire quelque chose dans ton pays? S'agissant d'un investissement au Comores, j'avais déjà investi comme tu avais déjà dit auparavant. Et si c'est pour investir maintenant, oui, j'ai toujours en tête l'idée de retourner dans mon pays, les Comores, pour investir là-bas encore une fois. Maintenant, nous, autant que nos téléspectateurs, nous aimerions que vous nous partagiez un peu de cette expérience entrepreneuriale aux Comores, si c'est possible. Alors, l'expérience que j'ai vécue en ayant investi aux Comores, on va dire c'est une très belle expérience. Parce que, j'avais la fierté d'aller investir dans mon pays. C'était déjà quelque chose de fort pour moi. Être venu en France pendant un certain temps, enfin être venu en France en 2002 et retourner en 2014 pour aller investir et amener un projet qui était quand même un projet qui était bien solide, même si j'avais un associé à côté qui est mon meilleur ami ici en France qui s'appelle David. On a investi en montant un restaurant, enfin un fast-food qui s'appelait le Must. Beaucoup d'entre vous l'a vu, l'a su, a suivi, a été là-bas. Donc oui, c'était une très belle expérience. Donc après, il y a eu des hauts et des bas, mais en général, c'était une belle expérience. Ok, merci. Est-ce que vous ne trouverez pas que c'était un peu très risqué en étant un résident ici en France et prendre le risque à aller investir aux Comores? Pour moi, je ne voyais pas trop le risque en fait. Je ne voyais pas trop le risque dans le sens où j'avais fait mon étude, j'avais tout calculé, j'avais des gens, notamment des membres de ma famille qui étaient prêts à être là à ma place. Donc, je le faisais un peu avant tout pour eux. Donc c'est pour ça que pour moi, ce n'était pas un gros risque en fait en soi. Mais c'est vrai que la finalité, c'était autre chose. Mais non, mais je voyais pas le risque parce que
avant d'aller investir, j'y allais plusieurs fois aux Comores. Ok. Et moi, quand je vais aux Comores, en fait, je ne vais pas uniquement pour les vacances. J'essaie de faire une étude de ce qu'on peut faire là-bas, comment entreprendre là-bas, parce que je vois qu'il y a beaucoup de potentiel. Aux Comores? Oui, on ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup de potentiel. Juste il y avait dans le domaine que vous êtes ou bien pas que dans mon domaine, dans tous les domaines. Il faut faire les choses, comme j'ai dit auparavant dans les précédentes vidéos qu'on a fait, interviews qu'on a fait auparavant. Si on fait les choses bien, comme il faut, sérieusement, avec beaucoup de sérieux, de rigueur, eh bien, on a des bons résultats. Donc, il y a du potentiel dans tous les domaines. Et comment il y a tout à faire dans notre pays. Donc, chaque chose où on décidera d'aller investir dans tel domaine, eh bien, ça marchera forcément parce que on est dans le besoin. On est dans le besoin. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. On est en train de parler d'investissement, d'entrepreneuriat, mais jusqu'à là, nous aimerions savoir dans quel domaine vous êtes investi ou tentez d'investir aux Comores à cette époque. Alors, à cette époque-là, comme je l'ai dit un peu avant, j'avais investi dans la restauration. Comme j'ai toujours dit, j'avais dit dans la précédente émission, on investit toujours dans le domaine où on se sent bien à l'aise. Okay. Oui. C'est toujours risqué d'aller investir dans un domaine où on ne connaît pas trop et on se lance pour la première fois. Il faut toujours essayer d'investir dans le domaine où où on est sûr de pouvoir tenir la cadence, connaître les tenants et les aboutissants de cet investissement, de ce projet. Là, c'est un bon investissement. Mais quand vous voulez investir dans un domaine qui n'est pas le vôtre, c'est un peu risqué. Là, c'est vraiment un peu risqué. Même si vous avez fait des formations là-dedans, mais dans un investissement, il faut toujours avoir un peu d'expérience dans le domaine où vous voulez investir avant de commencer à investir. Donc moi, j'ai investi dans la restauration, j'ai monté un fast-food parce que c'est un domaine où je suis vraiment à l'aise. Je me sens bien quand je fais ce genre de choses. Donc, j'ai décidé d'investir dans le domaine de la restauration, qui est mon domaine, on va dire, jusqu'à là, préféré, quoi. Donc, voilà. Ok, bah, quel est donc le nom de fast-food que vous avez? Alors, on avait créé un fast-food qui portait le nom du Mest. Ça s'appelait le restaurant Le Mest. Dedans, on avait... Ça s'est situé où? Voilà, ça s'est situé sur la route de Salim Mahmoud en descendant vers l'Alliance franco-comorienne. Okay, oui. Donc, en face de Kenya Airways maintenant, je crois, un truc comme ça. Juste à côté, donc, oui. Voilà, juste en face. À cet endroit-là, on avait créé un fast-food qui s'appelait Le Must. À côté, on avait fait un cyber. À cette époque-là, les cyber étaient en vogue. Tous les gens aimaient bien les cyber. Il n'y avait pas encore les téléphones, la connexion individuelle dans les téléphones qu'il y a maintenant aux Comores. Il n'y avait pas ça. Donc, pour se connecter, il fallait aller dans un cyber pour pouvoir se connecter. Donc, on avait fait ça. On avait fait une salle de jeu avec des billards, avec baby-foot. Donc, c'était quand même quelque chose qui était bien calculé, bien ciblé et bien préparé. Donc, c'était ce qu'on avait fait à cette époque-là. Voilà. Bien calculé, bien ciblé et bien cadré. Ce sont les mots de Ali Abdilam Koufondi concernant son projet. Maintenant, comment vous avez fait pour pouvoir convaincre ton partenaire que vous allez... Parce que c'est pas toujours facile, il n'était pas comorien ou il n'est pas comorien. Comment vous avez fait pour le convaincre à investir dans un pays en sachant que le pays, c'est un pays qui a certains risques quand même? Alors, je vais dire quelque chose que les gens vont dire je suis un peu prétentieux. Non, c'est pas du tout ça. C'est que ce que je vais vous dire, c'est que mon partenaire, moi je ne l'ai pas convaincu. Il s'est convaincu lui-même. Okay. Il s'est convaincu lui-même dans le sens où quand il a vu la façon dont j'ai investi ici en France dans un domaine qui est quand même un peu compliqué, dans un lieu quand même un peu, on va dire, pas aisé, mais comment on peut expliquer ça? En fait, la Côte d'Azur, c'est un endroit un peu typique, connu pour... Et lui,
En fait, l'exemple qu'il a pris, c'est de se dire que un gars comme moi, Comorien, qui est arrivé en France et qui a réussi à investir dans un restaurant ici, qui arrive à avoir autant de clients, il s'est dit, il ne prend pas de risque. Dans sa tête, il ne prenait pas de risque. Donc quand je lui ai montré le potentiel qu'il y avait dans le pays, je ne l'ai pas convaincu très longtemps. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Mais quand il a vu ce que j'ai réussi à faire ici, eh bien, il était convaincu tout de suite, comme quoi, voilà, en allant investir dans mon pays, comme c'est mon pays, mon propre pays. Donc pour lui, il ne prenait pas de risque. Ouais, il s'est dit... Il était en assurance, quoi. Voilà, il était assuré de pouvoir rentabiliser par rapport à l'investissement qu'il allait faire. Ok, donc si on comprend très bien, donc, le projet de Comores, c'est un projet parallèle. Donc c'est-à-dire vous avez déjà votre projet, votre société ici. Après, vous faites un projet parallèle au Comores. Vous ne trouvez pas que c'était lourd là pour vous? Oui, c'était un peu lourd. Peut-être que ça, c'est le côté où on a pas échoué, parce que je vous ai dit auparavant, si je me suis lancé à vouloir aller investir là-bas, c'est parce que j'avais des gens à côté qui m'ont promis de pouvoir tenir la cadence, et que je savais que surtout mon grand frère, qui est du domaine de la restauration ici, qui est très connu là-bas par rapport à ça, qui était prêt à tenir la baraque. Donc moi, je savais à peu près où je mettais les pieds. C'est pour ça que je me suis dit, aller monter ça là-bas, et ça me permettrait de revenir ici en France et de pouvoir continuer dans mon activité ici que j'avais en parallèle, comme vous l'avez si bien dit. Non, là, on est vraiment au jus par rapport à ce que vous avez réalisé au Comores. Est-ce qu'on a appris que ce projet-là, maintenant, malheureusement, ça ne fonctionne pas, c'est mis à terre? Et pourquoi? Alors, les restaurants ont commencé à arrêter. Mais il faut dire aussi, il ne s'est pas arrêté comme ça. On a décidé de vendre, on l'a vendu, on n'a pas fermé. Parce que fermer complètement parce que ça ne marchait pas, on aurait dit que c'était un échec, par exemple. Alors que là, pour vous dire que on a eu, on va dire, on n'a pas eu le résultat de tout ce qu'on a investi, mais on a au moins récupéré l'argent d'investissement du départ. Pourquoi on a réussi à faire ça? Parce qu'on a réussi à récupérer cet argent-là. Parce que quand on a investi, comme j'ai dit, je l'ai dit toujours, on a mis tous nos moyens, que ce soit financier, physique, on a fait du beau travail, on a fait quelque chose qui plaisait visuellement. Les gens, quand ils voyaient les moyens qu'on a mis dedans, eh bien, ça leur plaisait vachement, au point que un ami à moi, toujours le bras droit de Soprano, chanteur, qui a vu l'investissement qu'il y a eu, qui a su qu'on allait vendre, et que lui-même il aurait aimé investir, il a voulu investir dans le domaine parce qu'il avait un peu d'expérience là-dessus, et donc il nous a sollicité d'acheter notre fonds de commerce et continuer à travailler là-dedans. Donc nous, on ne l'a pas vraiment fermé, mais vu quelques difficultés qu'on a commencé, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention dans un investissement. Quand on voit commence à avoir des difficultés qui s'enchaînent, il ne faut pas trop tarder, il faut essayer d'arriver à trouver une solution. S'il n'y a pas une solution pour redresser la barre, il faut absolument essayer de se débarrasser d'une manière à ce que vous ne perdez pas de l'argent et pouvoir repartir sur autre chose, rebondir sur autre chose. Et nous, c'est ce qu'on a fait. Merci. Comme on est en train de donner un message aux jeunes qui comptent entreprendre, en tout cas, à tout moment, il serait mieux de vraiment insister sur ça, sur la question sur qu'est-ce qui n'a vraiment pas marché. Parce que pour qu'il faudrait que ces gens-là ils comprennent. Oui, alors ce qui n'a pas vraiment marché, c'est quoi? C'est qu'auparavant, je vous ai dit, bon, bah, il y avait mon frère qui était là, qui pouvait nous aider. Moi, j'étais tranquille, mais à un moment donné. Ah, vous avez eu un échange avec ton frère en avance? Oui, en avance. Comme il est du domaine. Voilà. Mais maman, il ne pouvait pas tenir la maison comme nous on voulait, parce que nous, on avait nos exigences à nous. Voilà. Et dans ce domaine-là, il faut de l'exigence. Il ne faut pas laisser passer des petits trucs et des petits trucs qui s'enchaînent, et après ça devient des grosses handicaps qui fait que les affaires ne fonctionnent plus. Donc quand on a remarqué qu'en fait les choses n'allaient pas dans notre sens à nous, ne marchaient pas comme on voulait, ne fonctionnaient pas comme nous on l'avait mis en place,
eh bien, on s'est dit, bah voilà, on va arrêter. Mais c'est vrai que c'est dans ce sens-là, en fait. C'est que quand vous n'avez pas la bonne personne qui est du domaine de tout ce que vous faites, bien sûr, c'est pas que la restauration. Moi, je vous parle de la restauration parce que c'est ce qu'on a fait, nous. Mais dans tous les domaines, si vous n'avez pas la bonne personne au bon moment, il ne faut pas le faire si vous n'êtes pas là vous-même. Il faut le faire si vous y êtes. Si vous y êtes sur place. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez bien beaucoup d'entreprises ou de sociétés aux Comores qui fonctionnent bien, c'est parce que voilà, il y a soit les propriétaires ils y sont, ils sont là tout le temps, ou ils y vont très régulièrement. Moi, avec mon associé, malheureusement, lui il est du domaine de la restauration, il a un hôtel-restaurant, moi j'avais ce restaurant ici en France. Malheureusement, on ne pouvait pas lâcher le restaurant, nos affaires ici en France, et aller là-bas parce qu'en France c'était quelque chose déjà qui était solidifié déjà, qui était là et on n'avait personne pour tenir la baraque ici et pouvoir se déplacer ou alors faire des roulements tous les deux et pouvoir de temps en temps y aller vérifier ce qui va et ce qui va pas, malgré qu'on ait mis des caméras qu'on pouvait les contrôler à distance. Parce qu'on avait mis, quand je vous dis on a mis les moyens, on avait mis tous les moyens nécessaires. Ça veut dire on était ici avec notre téléphone, on pouvait voir ce qui se passait en direct. Ça suffisait pas. Et ça suffisait pas. Wow. Ça suffisait pas parce que malheureusement peut-être que on a une telle négligence dans ce domaine-là, dans le domaine de, pas le domaine de l'entrepreneuriat, mais peut-être dans le domaine du travail dans notre pays, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne font pas les choses sérieusement, malgré ce qu'on avait mis en place. Par exemple, nous, on avait fait un système où, je l'avais déjà cité dans la vidéo d'avant, c'est qu'il faut séparer la famille et les affaires. Moi, j'avais fait ça, c'est que moi, tous les gens de ma famille qui travaillaient dans ce restaurant, mais ils avaient chacun leur salaire. Ils avaient chacun leur salaire. Et malgré ça, il y avait des handicaps. Des handicaps au niveau, dans le domaine du travail. C'est que voilà, le travail n'était pas fait comme il faut. Est-ce qu'on est en manque d'expérience dans le pays? Je pense aussi à ça. C'est qu'il y a un gros manque d'expérience dans le domaine de la restauration. En gros, on fait de la restauration comme on travaille à la maison. Mais on ne fait pas de la vraie restauration. Ça veut dire qu'il n'y a pas des vrais serveurs bien formés, des vrais cuisiniers bien formés. Ça, c'est un domaine très compliqué. Et ce n'est pas que dans le domaine de la restauration, malheureusement. C'est dans tous les domaines. On va revenir sur ces obstacles, mais vous avez parlé des caméras. Les caméras, vous allez faire la surveillance, c'est déjà utiliser les caméras. Est-ce que c'était légitime de votre part de mettre des caméras dans votre... Oui, c'était légitime dans le sens où on avertit les gens. On les a avertis qu'attention, nous allons mettre des caméras de surveillance pour bien regarder tout ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas sur place. Et même si on était sur place, malheureusement, de nos jours, il faut mettre des moyens pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui ils sont embauchés dans une entreprise et ils ne font pas attention de l'investissement qui a été mis là-dedans. Ils ne se donnent pas l'énergie, je ne dis pas tout le monde, mais il y a beaucoup, surtout dans notre pays, je suis désolé, mais en tant que Comorien, c'est un peu difficile de penser que les gens ils vont faire le travail comme il faut. Non, ils ne le font pas, malheureusement, ils ne le font pas comme il faut. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises ou des jeunes entrepreneurs comoriens qui sont issus de la diaspora, qui arrivent avec des moyens colossaux, qui veulent investir au pays, mais quand ils laissent la famille gérer, malheureusement, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne prennent pas en considération tous les moyens que ce jeune-là a mis en place. C'est malheureux. Ouais, là, je comprends, mais si on a à comprendre ce que vous venez de partager avec les jeunes qui comptent aller entreprendre au pays, il y a 2 mois à retenir. Si on compte aller investir au pays, ou en tout cas n'importe où qu'on compte investir, il faut soit être présent, soit avoir la bonne personne. C'est ça. Oui, il y a pas. En tout cas, moi, je parlerai des Comores. Moi, je ne connais pas en France. En France, ici, on va peut-être revenir là-dessus, faire la différence, mais ici, si j'étais un peu tranquille, c'est qu'ici, les gens, ils sont obligés de travailler. Obligés de travailler. Pourquoi? Parce qu'ici,
vous n'avez rien pour vous. Au Comores, on a tout pour nous. On a tout. Ça veut dire, en gros, c'est que on paye pas, la plupart ne payent pas de logement. Et ils ne sont pas obligés de payer l'électricité. Ils ne payent pas de l'eau. Ils ne payent pas des assurances. Ils payent pas. Alors qu'en France, tu loues une maison, tu es obligé de payer ton loyer tous les mois. Donc, tu es obligé d'aller travailler. Ok. Comme on va revenir sur cette troisième partie, donc nous allons essayer de voir où vous m'avez parlé des exigences. Des exigences, c'est un mot que moi, déjà, ça m'a fait peur. Quand vous avez dit que malheureusement, nos exigences qu'on avait amenées, c'est pas trop pris en compte comme vous voulez. Donc cela veut dire, est-ce que c'est pas à cause de cela que ça s'est arrêté parce que vous avez amené vos exigences? Est-ce que vous avez tenu en compte de la réalité au pays? Oui, mais on ne va pas non plus rester sur la réalité du pays. Le système actuel au pays, il n'est pas fiable pour des gens qui veulent entreprendre. Ah oui? Non. Comment ça? Mais parce que quand vous arrivez, vous amenez du matériel, et que vous avez des gens qui par exemple, je parle dans le domaine de la restauration, le mec il est là, il surveille pas ce qu'il prépare à manger, il fait pas attention au niveau de l'hygiène, comme on en a parlé dans l'autre émission. Oui. Tout ça, il fait pas attention à ce qu'il donne aux clients. Ça, c'est le genre de difficulté qu'on a rencontré. Nous, on a eu des cas de personnes qui ont mangé, qu'on leur a donné de la nourriture passée. Et c'est pas ça. Nous, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait pas avoir des plaintes pareilles. Et donc, c'est ce genre de choses qui a fait qu'aujourd'hui, on s'est dit non, on arrête tout. On peut pas continuer dans ce sens-là. Et au niveau finance, pareil, au niveau des comptes, nous, on voulait que les comptes soient bien tenus. On ne dit pas qu'il y a eu des fraudes, il y a eu des... Non. Mais quand la personne vient manger et que ou alors les gens qui sont sur place, par exemple, j'ai vu dans une vidéo une fois, le gars qui prenait un verre de jus et qui donnait au chef cuisinier pour boire. Oui, mais un verre plus un verre plus un verre. Ah oui, ça, il faut tout tenir en compte. Tout ça, mais oui. Mais ce sont des petits détails quand même. Mais oui, mais c'est des détails qui peut te ruiner, qui peut ruiner l'entreprise demain. Parce que si tous les jours je viens prendre un verre de jus et donner à quelqu'un, peut-être que ce verre de jus-là, c'est le bénéfice. Mais comment donc les personnels vont pouvoir manger alors dans ce cas, ils sont tout privés? Mais oui, mais en France, vous savez, quand on travaille ici, le personnel, ils boivent de l'eau. On n'est pas obligé de boire de jus en mangeant. Ça, c'est typiquement un système à l'africaine. On veut des boissons sur la table, on veut des canettes, on veut des sucreries. C'est pas conseillé déjà. Donc on va revenir vraiment sur le cas, sur l'étude, la troisième partie sur l'étude comparative entre les deux pays. On aura vraiment beaucoup à rebondir. Maintenant, qu'avez-vous appris de cette expérience au pays? De cette expérience, je vais revenir pour dire que j'ai appris qu'aujourd'hui, si on veut aller investir dans le pays, il faut être sur place. Ça, c'est l'expérience que j'ai appris. Sur place? Il faut être là. Il faut être là ou en tout cas, il faut pas lâcher beaucoup de mou. Mais sur ça veut dire lâcher beaucoup de mou. Oui. Il faut pas leur laisser beaucoup il faut pas beaucoup de marge, le champ libre. Champ libre. Voilà, il faut être là. Mais quand vous disiez ce mot-là, vous ne faites pas peur aux jeunes qui sont ici, qui comptent aller... Non, il faut pas. Je fais pas peur et encore, je les incite, mais fortement, à aller investir parce que je vous ai dit, il y a du potentiel. Aux Comores, on investit, on peut rentabiliser beaucoup plus vite qu'ici. Et attention, parce que pourquoi on rentabilise vite aux Comores? C'est parce que l'État n'a pas mis en place tout le système qu'il y a ici en France. Malheureusement pour les Comores. Malheureusement pour les Comores. Ça, c'est vrai, ça. Parce que réalité. Si aujourd'hui la France s'appelle la France, c'est parce que ils ont mis en place beaucoup de systèmes qui fait qu'aujourd'hui ils prennent beaucoup de taxes. Et avec ces taxes-là qu'ils prennent à n'importe qui investit dans ce pays, ils arrivent à refaire leur pays. Un pays ne peut pas se faire avec juste la douane et l'aéroport. Non, c'est pas possible. Il faut que les investisseurs payent les impôts, les charges qu'il faut sur place, et ces charges-là soient utilisées aussi en bonne et due forme aussi. Il ne faut pas que ça soit utilisé n'importe comment. Et à ce moment-là, vous verrez que notre pays, il y aura des hôpitaux, il y aura des routes, il y aura... Et donc non, je ne fais pas peur aux gens et au contraire, profitez-en, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que on ne va pas rester comme ça toute notre vie. Peut-être qu'un jour il y aura quelqu'un qui voudra mettre en place le système qui ferait qu'aujourd'hui si un investisseur vient investir aux Comores, il faut qu'il paye ses charges, il faut qu'il paye ses droits et qu'un Comorien qui travaille
un jour du chômage, un système de chômage, un système de retraite, une vraie retraite. Et donc si cela doit être mis en place un jour, eh bien on n'aura pas le résultat, par exemple, d'un investisseur qui investit aux Comores actuellement par rapport à quelqu'un qui a investi en France. Merci beaucoup, monsieur Ali Abdilam Koufondi, pour vos mots, parce que ça va permettre encore une fois aux jeunes de mieux ouvrir les yeux et savoir ce qui leur attend demain, surtout dans un pays comme le nôtre, le Comores. Maintenant, comptez-vous toujours investir aux Comores, au pays, dans ton pays, et pourquoi malgré? Maintenant, oui, j'ai envie encore d'investir parce que, comme je l'ai dit auparavant, maintenant j'ai vendu mon restaurant ici en France et je me prépare fortement. Et malgré que j'avais pas encore vendu mon restaurant, mais je suis retourné plusieurs fois depuis l'histoire du restaurant Le Mestre que j'ai vendu. Oui. Et ben je suis retourné encore plusieurs fois avec des amis investisseurs pour essayer de voir, de leur montrer le potentiel qu'il y avait dans le pays. Encore? Et on a voulu réinvestir. Vous avez encore. toujours de croyance que Oui. il y a du Mais je vous dis, il y a du potentiel. Si je vous dis qu'il y a vraiment du potentiel à investir au pays, il y a du potentiel. Donc, essayez de nous en parler un peu de cette tentative de lancement de nouveaux... Alors, nous, on a voulu toujours investir dans le domaine de la restauration, hôtellerie, restauration. Pas avec le même ami, mais avec un autre. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est que oui, quand on a, malgré qu'on a vendu le restaurant aux Comores avec mon associé David, et que, on va dire, pour moi, c'était pas un échec, donc j'ai pensé à réinvestir avec une autre personne, mon meilleur ami Bruno, qui est quelqu'un qui a vraiment envie d'investir jusqu'à maintenant. Il a envie d'investir au pays. On est allé plusieurs fois. On avait entamé des négociations avec plusieurs personnes, plusieurs endroits, notamment à l'hôtel La Grillade. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu le Covid. Et là-bas, on avait fait une très bonne étude de marché. Ah oui. On avait fait une bonne étude de marché, on avait fait des plans, on avait fait tout ce qu'il faut pour rénover les lieux et pouvoir accueillir les gens dans un endroit agréable. Donc il y a eu aussi actuellement l'hôtel qui s'appelle l'hôtel Zara, Azara Hotel. On a voulu investir là-bas à l'époque, on avait entamé des négociations avec Madame Taki qui est la propriétaire des lieux. Les négociations ont été de bon train, au point on avait même donné un acompte pour la caution. Wow. Mais il y a eu des malentendus qui fait qu'on a stoppé court à notre négociation parce que les conditions ne nous convenaient pas du tout après qu'on a été sur place. Donc dommage, pour vous dire que c'est dommage, oui, mais on a quand même voulu faire et on voudra faire plus tard, il n'y a pas de souci. On est toujours sur le point de vouloir investir encore aux Comores. On veut dire la potentialité qu'il y a dans notre pays. Donc c'est pour ça qu'on ne lâche pas l'affaire. Merci beaucoup, monsieur Ali Abdilam Koufondi, pour vos interventions. Vos messages sont très fructueux pour les jeunes. Ils en ont besoin et on le sent. Parce que ça va leur permettre aussi de savoir oser, être sur le terrain et avancer un peu les choses, surtout dans le cadre entrepreneurial. Maintenant, si j'ai à retenir à travers vos interventions, il y a sur l'investissement au pays, il y a être sur place, et ne pas donner, ne pas mélanger la famille aux affaires, mais aussi... Je vais répondre là-dessus au niveau de la famille. Okay, c'est oui. Juste pour dire que, en fait, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre la famille dans les affaires. Attention, parce que beaucoup d'affaires, par exemple ici en France, fonctionnent en famille. Mais le problème qu'on a dans notre pays, c'est que beaucoup d'entre nous pensent que quand cette entreprise-là appartient à mon frère, donc je peux faire ce que je veux. On oublie le fait que ton frère, il a ramené tous ses économies là-dedans, il a mis toutes ses économies là-dedans. Ouais, c'est vrai. Donc quand je dis le système là-bas, c'est si là les affaires de la famille, là la famille c'est un truc pour aller prendre tout ce qu'il veut, faire tout ce qu'il veut. Donc ça c'est une très grosse erreur à ne pas faire. Ouais. C'est qu'il faut vraiment séparer. Il faut installer un système de salaire en tant qu'employé. Il faut prendre des membres de la famille en tant qu'employés, mais pas en tant que membres de la famille, tout court. Ça veut dire qu'il faut les payer parce que ces gens-là, ils ont besoin de vivre aussi. Ils ont besoin de s'habiller, ils ont besoin...
Et si vous leur laissez le champ libre de faire ce qu'ils veulent, et vous ne leur mettez pas un salaire fixe, eh bien là, à ce moment-là, malheureusement, eh ben, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont prendre tout ce qui rentre, et ils vont confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Ah oui. Et eux, ils ne connaissent pas tout ça. Et donc, au final, en tout cas, la majorité, c'est ce qui se passe. Et au final, vous allez vous retrouver avec rien du tout et vous n'aurez même pas l'investissement du départ. Mais essayez d'expliquer vraiment les jeunes, parce que si j'ai par exemple mon cousin ou mon frère qui est là-bas et c'est vous que vous vous occupez de lui, vous voulez encore, si j'ai fait quelque chose au pays, je vais encore lui mettre un salaire là-dedans pendant que c'est moi qui l'occupe de lui. Oui, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas quand j'ai fait le MEST. Les MEST, quand vous regardez, il y avait beaucoup de membres de la famille qui travaillaient là-dedans. Mais ces gens-là, ils ne travaillaient pas gratuitement. Oui, donc... Et pourtant, c'est moi qui m'en occupais. Ils avaient besoin de quelque chose, je les aidais. Mais ça ne veut pas dire, parce que de toute façon, il faut dire quelque chose. Le salaire que vous allez payer à un membre de la famille au pays ne vaut pas grand-chose pour dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas les aider autrement aussi. Mais à ce moment-là, il y aura un peu de résistance au niveau de la famille de vouloir faire n'importe quoi, parce qu'ils savent qu'ils sont payés à la fin du mois. Donc ils vont faire en sorte de travailler comme s'ils travaillaient chez un autre patron et faire rentrer de l'argent et faire en sorte qu'à la fin du mois, ils sont payés. Mais si vous leur laissez, vous leur donnez rien à la fin du mois, mais parce que soi-disant vous allez les aider autrement, eh bien, un jour ou l'autre, je vous dis sincèrement, eh bien, ils vont prendre ce qui rentre et vouloir se faire quelque chose qu'ils avaient envie de faire. Parce qu'ils ont un manque. Ils ont un manque quand même. Et il faut qu'on le mette dans de bonnes conditions quand même. Il faut les mettre dans les bonnes conditions. Ça c'est une réalité en tout cas. C'est une réalité. C'est pas des choses que je suis en train d'inventer. C'est une réalité. Dans tout ce que vous entreprenez là-bas au pays, il faut que quand vous mettez un membre de la famille là-dedans, il faut leur mettre un salaire. Et mettre des barrières entre votre entreprise et la famille. Et donner une exigence à ce que tout ce qui rentre dans les caisses soit versé dans le compte de l'entreprise. Ne dites pas oui, la famille. Non, il faut qu'il y ait des virements permanents, tous les jours. Maintenant, nous aimerions juste savoir dans quel domaine vous projetterez investir au pays. Dans quel domaine? Alors, le prochain projet d'investissement qu'il y a au Comores, qu'on a entre moi et mon ami Bruno, ça reste un peu entre nous. C'est pas quelque chose que nous allons partager là de suite. Mais vous le verrez dans les mois à venir. Inch'Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas, voilà. Mais c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. C'est pas encore mis en place. Donc on ne peut pas là aujourd'hui vous dire voilà, on va investir dans tel ou tel domaine. Oui, c'est compréhensible, mais là aussi vous ne laissez pas une marge aux gens de comprendre que comme vous êtes une fan à la restauration, ils vont comprendre que voilà, c'est toujours justement parce qu'on a envie de changer. Moi, ça aurait été dans la restauration, j'aurais dit tout de suite ça sera dans la restauration. Mais nous, on a envie de changer un peu. Donc pour changer, comme je vous ai dit, il faut trouver quelque chose qui nous plaît. Il faut trouver quelque chose qu'on sera capable de faire. Nous, personnellement, avant d'embaucher des gens, parce que je vous ai toujours dit que dans un investissement, surtout dans notre pays, il ne faut pas y aller avec le costume, mes amis. Il faut y aller pour s'investir physiquement et pendant un bon moment et être là, voir un peu ce qui se passe, montrer l'exemple aux gens qui sont sur place, qu'en fait, il est possible de faire des choses et après, en ce moment-là, se retirer un peu. Donc, du coup, dans le domaine de la restauration, moi, j'aimerais bien, dans ce domaine-là, lâcher un peu et peut-être donner des conseils si on me sollicite ou alors, pourquoi pas, partager mes expériences comme ici en France. Voilà, parce que je partage mes expériences ici en France avec des gens, des locaux, des Français qui ont envie de savoir comment faire pour pouvoir avancer. Tu l'as vu là, il n'y a pas très longtemps. Donc pourquoi pas, ça serait un honneur pour moi de pouvoir donner
apporter mon expérience à mon pays. Et si on me sollicite, bien sûr, que ce soit dans le domaine de l'État, que ce soit en privé, dans des restaurants privés, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Je suis là et je suis prêt à m'investir de ce côté-là. Vous les jeunes, n'hésitez pas, hein, il est très ouvert et vous a ouvert la porte comme toujours. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Facebook avec son compte Ali Abdillah. Ça c'est simple. Au cas où vous voulez juste demander plus de détails sur les cas en question. Dernière question, un petit mot. Avez-vous un petit mot à donner aux jeunes, comme jeunes battants de la diaspora qui comptent toujours, qui rêvent toujours d'aller faire un grand geste au pays? Qu'est-ce que vous auriez? Alors moi, le conseil que je donnerais, je ne sais pas si ça serait un conseil. Moi, ce que je dirais, c'est malgré tout ce qui se passe dans notre pays actuellement, il faut se dire que ça se passe dans beaucoup de pays. Mais nous, on ne laissera personne venir nous développer notre pays. Il n'y a que nous-mêmes qui arriveront à faire quelque chose. Donc l'investissement, c'est le point clé d'un pays pour pouvoir avancer. Donc, et pour pouvoir avancer, le pays a besoin de beaucoup d'investisseurs. Et quand on regarde dans beaucoup de pays, que ce soit par exemple, moi j'ai des amis marocains, je sais ce qui se passe par exemple au Maroc, c'est les Marocains eux-mêmes qui habitent ici sur place qui vont investir. Quand on parle aujourd'hui, par exemple au Maroc, on parle de Casablanca, des endroits comme ça, mythiques, que les gens ils vont faire la fête et tout ça. Mais ces gens-là, ce n'est pas les Marocains sur place qui l'ont fait, c'est des Marocains qui sont ici en France, qui sont allés dans leur pays investir, qui ont fait qu'aujourd'hui, le Maroc s'appelle le Maroc. Donc, on devrait faire pareil pour les Comores. Donc, ça veut dire que nous, les jeunes, il faudrait qu'on mette tous les moyens nécessaires. Quand on dit aller investir, c'est pas ramener, par exemple, comme je vois des fois, malheureusement, des gens ramener 2-3 bricoles pour aller dire je vais investir au pays, ou du matériel abîmé. Non, il faut arrêter ça. Franchement, prenez le temps et mettez les moyens nécessaires, ramenez tout le matériel nécessaire qu'il faut pour aller investir dans tous les domaines et c'est ce qui vous permettra demain de pouvoir avoir le fruit de votre investissement. Mais quand vous ramenez du matériel déjà pourri, cassé, d'occasion qui ne sert vraiment pas à grand chose ici et aller le mettre là-bas, ça c'est pas de l'investissement, c'est du bricolage. Et je vous dis toujours, dans l'investissement, il ne faut pas du bricolage. Donc j'incite fortement à tous les jeunes Comoriens de la diaspora d'aller investir dans le pays et de ne pas aller avec un costume et dire c'est moi qui vais investir. Non, arrêtez cela, pas de costume, allez-y le plus simple possible, mouillez-vous le maillot et montrez que vous voulez y arriver et ne pas trop laisser du mou comme je vous ai dit, pas leur laisser beaucoup de marge parce que et être sur place pour comment dirais-je, les montrer votre expérience, montrer ce que vous avez envie et pas leur laisser faire leur système à eux. Et avoir l'amour de ce que et avoir l'amour de ce que vous voulez faire. Donc moi, c'est ce que je peux vous... Ok, merci beaucoup, monsieur Ali Abdillah Mkoufondi. Maintenant, comme ça a été dit, on va laisser, si vous voulez devenir ou bien être un entrepreneur, laissez des costumes aux politiciens. Donc l'entrepreneur, il ne met pas de costume, lui, il met ce qu'il faut mettre, mais il mouille, parce que c'était bien dit, il mouille le maillot. Donc du coup, tu ne peux pas mouiller, ça n'a jamais dit mouiller le costume. Masikini, bekaribu wa mashirika, kama